je laisse la main à Vincent qui va animer notre super table ronde. Voilà, donc déjà un grand merci de m'avoir demandé d'animer cette table ronde qui s'annonce passionnante avec des invités que j'apprécie beaucoup, donc Olivier, Michel, Laurent et Bertrand. On va discuter d'IA générative et de Google Search et je vais me présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Vincent Terrazien. Donc, en ce moment, je suis entre Montréal et Bordeaux pour gérer ma startup spécialisée dans une solution clé en main pour déployer des IA privées, mais aussi présent en France où je suis formateur en IA générative et notamment la dernière formation sur Google et Jeux. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Donc, tout le monde va se présenter en répondant à la question suivante. Êtes-vous acteur ou observateur de la production de contenu assisté par IA? Attention, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est parti. Donc, on va dire, Olivier, si tu veux bien démarrer sur cette question. Ok, donc moi, c'est Olivier Dufay. Eh bien, je suis les deux, mon général. Je suis à la fois acteur et observateur. Tu m'as dit que tout était une bonne réponse. Exactement. Voilà. Acteur, tout simplement pour tester tout un tas d'outils et pour conseiller mes clients en SEO. Et puis observateur par tous les échanges que je peux avoir avec plein de monde pour voir comment ça évolue. Voilà, je suis les deux. Ok. Laurent? Moi, donc Laurent, Jean, je suis à Marseille. Je vais dire que je suis plutôt observateur parce que en fait, j'ai pas d'outils, mais je fais une grosse veille sur tout ce qui sort sur l'IA donc je suis pas acteur parce que je fais pas d'outils, mais par contre, j'aide les entreprises à se former à ces outils-là et à les intégrer, à trouver la bonne solution d'AI qui est intégrable dans leur process de production de contenu. Voilà. Parfait. Donc Bertrand, alors, on va alterner. Ouais, donc moi je suis Bertrand Girin, je suis cofondateur de SEMJ. Et moi, je suis les deux aussi, mon capitaine, comme Olivier. Ouais. À la fois, moi, je suis ingénieur, j'adore les technos, donc en veille sur ces technos depuis un moment. Et puis, on est très utilisateur au sein de SEMJ de ces technos. Et avec un motto, une vraie croyance pour nous, c'est que c'est l'IA générative. C'est par exemple Atomic Content qu'on vient de lancer. C'est vraiment au service de la qualité. Faire du contenu de qualité avec de l'IA. Parce que c'est ce dont nos clients ont besoin, en fait. Ok, parfait. Donc, on a vraiment des très bons spécialistes. Et Michel, alors, acteur? Alors, moi, je suis vraiment acteur. Hein. Non, moi, je suis plutôt acteur. Donc, je suis directeur éditorial de PAP et je suis acteur parce que aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus le choix. Hein. Il faut être acteur quand on est producteur de contenu. Hein. De toute façon, avec l'IA, ça a bouleversé complètement la façon dont on travaille. En tout cas, nous, chez PAP. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, un super rédacteur, c'est ChatGPT d'un côté ou l'IA, c'est SEMJ et c'est aussi de l'expertise, donc l'humain. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on est super acteur chez PAP. Ok, ça permet de faire la transition, même la question suivante, on va peut-être démarrer par Olivier, c'est quel avantage et inconvénient tu vois à l'IA générative dans Google Search? Parce que c'est bien d'être acteur ou observateur, mais quel est l'impact dans Google Search? Olivier, t'es en mute, Olivier. Évidemment. Quelques avantages assez évidents, hein, c'est tout simplement gagner du temps. C'est quelque chose dont on manque tous et ça peut être aussi éviter d'être bloqué devant la fameuse page blanche. Ça peut être découvrir tout un tas de choses importantes qu'on n'aurait pas eu l'idée en fait d'inclure dans nos contenus. Voilà, bon, je vais pas lister tout. Hein, c'est des avantages assez classiques, on va dire aujourd'hui, mais qui peuvent faire la différence évidemment dans le search. En termes d'inconvénients, il y en a quand même quelques-uns encore. Je pense que ça évolue très très vite, donc attention à bien comprendre à quelle date vous regardez cette vidéo. Octobre 2020. Disons que sans effort particulier, en fait, on peut se retrouver avec le même genre de texte que plein de monde, que plein de concurrents, et sans vraiment s'en rendre bien compte, quoi. Et ce type de contenu, à première vue, il est bien, mais en fait, non, pas du tout. Il va devenir totalement insuffisant pour arriver dans les premiers résultats. La concurrence, on la connaît, elle est très importante et de plus en plus, je pense. On peut aussi avoir des risques d'avoir des contenus trop longs, j'ai bien dit trop longs, ce qui est vraiment pas très courant si on revient juste
3-4 ans en arrière où c'était dur de créer des contenus. Je vois aussi des problèmes avec des choses qui se répètent. L'IA, parfois, elle se répète. Alors, ça peut être soit au sein d'un article, soit au sein, et ça, c'est peut-être plus dur avec les outils de s'en rendre compte, au sein de plusieurs articles. C'est-à-dire que ça devrait pas inclure certains aspects parce qu'on l'a déjà traité à côté, quoi. Voilà. Et je crois encore qu'il reste un problème avec les fausses informations. Même si, comme on en a pas mal discuté en préparant cette table ronde, il y en a de moins en moins des problèmes de fausses informations. Mais justement, c'est encore plus dur de les repérer. Et moi, je trouve ça assez perturbant. Quand on a un texte bien rédigé, pas de faute d'orthographe, on a l'impression que tout va bien. Mais en fait, non. Voilà. Et ça, si on le balance dans Google, c'est de plus en plus risqué. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Ouais, c'est la big picture. La même question dans ce cas-là pour Michel. Tu vois quel avantage et inconvénient, surtout par rapport à ton métier? Bon, l'inconvénient, c'est comme Olivier, je suis complètement d'accord avec lui, et c'est surtout la surabondance d'articles insipides que l'on a lus 1000 fois et qu'on a énormément. Alors, il y a toujours eu effectivement des mauvais rédacteurs, sauf que les mauvais rédacteurs, ils n'écrivaient pas aussi vite que l'intelligence artificielle. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on en a énormément. Ça, c'est vraiment pour moi l'inconvénient. Par contre, je vois beaucoup d'avantages dans l'intelligence artificielle, c'est que le truc qu'il sait bien faire, c'est qu'il sait écrire et sans faute d'orthographe. Ça, c'est quand même extraordinaire. Il ne fait pas de faute d'orthographe. Mais pour l'instant, l'IA, il est incapable de produire un contenu autour de l'expérience et de l'expertise. Et c'est ça qui est intéressant. Du coup, il faut capitaliser sur l'expertise des rédacteurs, créer ses propres données, si on a ses propres données qui vont enrichir les articles. Et il faut bien sûr réaliser des reportages sur le terrain. Et si j'ai tout ça avec l'intelligence artificielle qui va m'aider à écrire, du coup, je vais avoir du super contenu. Et c'est ça qui est assez intéressant dans l'intelligence artificielle, c'est qu'une fois que j'ai fait toute mon analyse, mon expertise, mes données, mon recherche sur le terrain, et ben, écrire, ça va aller beaucoup plus vite. Ça va devenir mon sparring partner et ça va être vraiment impeccable. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intelligent. En fait, si l'IA, je la nourris de mes propres infos, ma propre expertise, etc., ça va devenir un super outil. Et puis, c'est pour ça que, par exemple, chez PAP, on a des journalistes, bien sûr, mais aussi on a fait un data analyst qui vient pour nous donner les données. Et puis aujourd'hui, on a une personne qui s'occupe aussi d'organiser les reportages terrain. Okay. Voilà. Je rebondis juste sur un avantage. Alors, c'est peut-être pas un avantage, vous n'en avez pas parlé tous les deux, les coûts. On est sur des coûts très faibles de génération. Est-ce qu'un petit mot là-dessus? Oui, mais en fait, aujourd'hui, moi, j'ai une équipe de journalistes avec moi, donc les coûts sont les mêmes, même avec l'intelligence artificielle. Ce qui se passe, c'est qu'on écrit plus vite. Non, je vais pas dire qu'on écrit plus vite, mais surtout, on fait nos efforts sur autre chose. C'est-à-dire qu'on va plutôt aller chercher des reportages terrain là où on n'en faisait pas avant. Maintenant, on va en faire parce que écrire, ça va donner moins de temps pour écrire. Parfait. Olivier ? Très bien répondu. Olivier, si tu veux rebondir là-dessus, sur les coûts. Ouais, moi je trouve que c'est un inconvénient. Ok. Le coût faible. Parce que justement, on fait plus attention. Pour un contenu, c'est pas que c'est du jetable, mais ça nous a à peu près rien coûté, donc autant le balancer sur notre site. Et là, on va en reparler tout à l'heure. Mais ça devient un problème en fait. Non, mais c'est vrai que c'est une belle vision et ça permet la question suivante. Donc là, ça serait plutôt pour Laurent et Bertrand. On va regarder les stratégies. Donc, quelle stratégie préconisez-vous pour générer du contenu avec l'IA? Alors, on sait qu'il y a plein de stratégies. Il y a ceux qui utilisent OpenAI, il y a ceux qui utilisent Google PaLM, il y a ceux qui utilisent de l'open source. Mais surtout, je vais vous demander à tous les deux des exemples concrets de ce que vous avez fait. Donc, peut-être Laurent, tu veux démarrer? Ouais, en fait, le truc, c'est lorsqu'on a préparé cette réunion, il y avait des choses qui n'étaient pas encore intégrées, par exemple dans ChatGPT. Donc, on a parlé de l'analyse en fait de documents. On peut lui envoyer des PDF, on peut lui envoyer maintenant des images et directement. Donc, pour ceux qui ont ChatGPT+, et à partir d'une image, de lui demander d'analyser les contenus qui sont à l'intérieur, alors qu'il y a à peine plus d'une semaine, ce n'était pas possible de le faire de cette manière-là. Comme disait Michel, en fait, les coûts sont hyper bas et c'est accessible à tout le monde. Donc,
pour pouvoir et on se rappelle qu'au début, en fait, ChatGPT, il disait un petit peu des bêtises qui étaient repris dans les médias et ils avaient une mauvaise image de ça. Ce qu'ils ont fait, c'est que la créativité sur ChatGPT, du coup, l'ont baissé pour qu'ils disent des choses. Et en réalité, lorsqu'on n'est pas beaucoup à demander, en fait, à générer un contenu sur un sujet, il va nous donner un contenu qui certes, va être à chaque fois modifié parce qu'on ne va pas avoir du duplicate content pur et dur. Mais par contre, sur le sens derrière, on a plutôt les mêmes choses au fur et à mesure qu'il va y avoir des gens qui vont le demander, qui vont en sortir. Donc, c'est important de pouvoir utiliser aussi d'autres outils. Déjà, en fait, on parle de ChatGPT, mais derrière, c'est GPT-4. Lorsqu'on utilise un API, on a des résultats justement par rapport à ces réglages qui peuvent être beaucoup plus précis. On peut aussi donc lui envoyer des documents et que ceux-là, en fait, vont rester privés parce que la problématique avec ChatGPT, je ne sais pas si c'est sur Bard et sur Bing Chat, ça va être la même chose. Mais en tout cas, pour ChatGPT, lorsqu'on lui envoie des données, OpenAI s'en sert pour pouvoir réentraîner son outil. Et donc, lorsqu'on a des données qui sont hyper sensibles, même des données de personnes, etc., qui sont à l'intérieur, nous, on se dit, tiens, c'est pratique, ça fait le job. Mais en fait, on lui envoie aussi des données privées qui peuvent être réutilisées par ailleurs. C'est une bonne remarque. Et pour répondre à tes questions, ils l'ont tous. Il y a le Bing Chat Enterprise qui, justement, fait attention aux données sensibles. Et maintenant, peut-être donner la parole aussi à Bertrand. Mais là, je voudrais vraiment des exemples concrets, en fait. Parce que c'était très bien ce que tu as dit, Laurent, mais on est resté sur notre fin. On n'avait pas d'exemple ultra concret pour comment on l'exploite pour Google Search. Alors, donc nous, ce qu'on a conçu avec certains de nos clients et toute notre équipe R&D, là, qu'on a lancé il y a 10 jours, c'est Atomic Content, qui est utilisable par nos clients pour pouvoir faire ce qu'on appelle du contenu qualité. Ça, c'est notre credo toujours. Donc, le sujet, c'est qu'est-ce que c'est un contenu qualité, en fait. Vas-y, je te laisse le définir. Voilà. Donc, on a travaillé, par exemple, avec un groupe de presse, dont les sujets, je ne peux pas citer le nom, mais qui est où ils ont testé plein d'outils. Hein. Donc, on leur a fait tester Atomic Content. Et pour eux, la qualité, c'est quoi? C'est avoir un article bien écrit, avoir un article en SEO, effectivement, qui a un content score, ça c'est un peu notre sauce, voilà, une note sur 100 qui est suffisante. Exemple, ChatGPT, ça sort du content score à 30 en moyenne, nous c'est 80. Et puis, avoir de l'information fraîche. Hein. Un des gros problèmes, c'est comment, surtout quand on est dans un média, voilà, donc ils ont fait des tests. C'était au moment où l'iPhone 12 était banni, et ça a pondu un texte, un article hyper intéressant qui donnait toutes les informations de dernière heure. Hein. Voilà, donc ça c'est un critère, par exemple, pour un média de ce que c'est de la qualité. Et après, là c'est une première étape. Mais on a évidemment, on y prend goût. Et pour moi, c'est l'opportunité, l'IA, de faire des super contenus avec de l'humain. Hein. C'est-à-dire l'alliance humain plus l'IA, on va faire beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant, en fait. C'est-à-dire qu'on est capable, enfin nous, c'est ça qu'on veut, en fait, hein, de te faire un article où les informations sont fact-checkées, tu as les références des données, d'où elles viennent, tu peux influencer sur ton style, tu peux lui fournir des informations, Michel en parlait, c'est l'EAT, hein, donc des informations qui vont, sur les 2 premiers qui vont impacter. Et tout ça, si on arrive à faire ça, moi, c'est ce que je vais appeler le super contenu. Donc chez nous, on a notre sauce CMG, on appelle ça Atomic Content. Et dans ce cas-là, j'ai une petite question pour toi, c'est que sur ce super contenu, c'est qui l'auteur? C'est l'IA, c'est l'humain, c'est les deux? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, nous, on conseille que ce soit l'humain qui signe. Alors, dans les médias, c'est vachement important, en fait. Hein, c'est hyper important, même s'ils ont été aidés par… en fait, un journaliste, quand il écrit un article, il ne fait pas tout seul, en fait. Hein. Non. Il va chercher, il utilise des outils. Voilà. Bon, là, c'est l'IA, pareil. C'est un outil qu'il utilise pour l'aider. Donc, c'est pareil. Mais c'est lui, à la fin, qui signe. Ok, très clair. Et donc là, on parle de qualité. Donc maintenant, je vais donner la parole à Olivier et Michel.
c'est justement comment Google différencie-t-il le contenu de qualité généré par IA du spam? Donc, vous connaissez très bien les deux. Peut-être de laisser commencer Olivier sur ce sujet. Alors, on pourrait se dire que Google va trouver trop de similitudes entre tous les contenus qu'il a déjà indexés sur ce sujet. Alors là, attention, je parle surtout pas de duplicate content ou même de plagiat. Je parle un cran plus loin, on va dire, que le problème, c'est un manque de gain d'information. Donc, je fais référence ici au fameux brevet que Google a déposé. Bon, personne ne peut savoir s'il l'exploite réellement ou pas dans l'algo, mais ce serait assez logique. Voilà. Ça serait un premier point. Ensuite, un autre point, bon, de temps en temps, on fait des réponses aux différentes questions qui se recoupent, mais je pense que le contenu peut ne pas être assez abouti sur les aspects EEAT et surtout le premier E de expérience. Le deuxième E de expertise, avec des bons outils, avec quand même un peu un échange justement entre la machine et l'homme, on peut introduire l'expertise assez rapidement dans le contenu généré par IA, mais l'expérience, c'est quand même plus dur. Moi, j'ai remarqué en étudiant pas mal de sites qui ont plongé avec HCU, Helpful Content Update, que Google, il a l'air de repérer mieux qu'avant des blogueurs qui recommandent des restaurants où ils n'ont jamais mis les pieds. Et franchement, c'est assez impressionnant. Voilà. Et alors, sur quoi ils se basent? Je suis pas chez Google, mais clairement, ça suffit plus, quoi. Voilà, deux premiers points. Peut-être pour ceux qui vont balancer des contenus très rapidement comme ça, ils veulent juste spammer, quoi. Tout simplement, ça va ressembler à des contenus pur IA. Donc, il y a des... Vincent, tu dois bien connaître ça. Il y a tout un tas de façons de les repérer malgré tout. Bon, voilà. Ça, c'est pour la partie contenu. On va peut-être s'arrêter là, mais j'aimerais aussi dire qu'il y a plein d'autres aspects et tout ce qui est lié à l'utilisateur, à l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que c'est une autre façon de repérer du spam par Google. Pas le contenu lui-même, mais comment les gens interagissent avec. Ok, très clair. Et pour toi, Michel, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Bon, moi, évidemment, je suis complètement en phase avec Olivier. En tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'effectivement, d'avoir, il y a l'expertise, mais il y a aussi la vraie valeur ajoutée. Évidemment, c'est d'apporter un plus à tout ce qui est écriture, en tout cas au niveau des textes. Et c'est vrai que on essaye à chaque fois d'enrichir les articles d'une expérience. Quand vous avez des journalistes qui ont des fois 30 ans de boîte et qui ont 30 ans d'expérience, c'est aussi un gage de qualité, à mon avis, pour Google, de dire, voilà, cette personne-là, ça fait 30 ans qu'il écrit sur tel ou tel sujet. Ça donne du poids, je pense, à un article. Voilà, moi, en fait, je pense qu'aujourd'hui, pour éviter tout ça, on a un article qui est fait par une intelligence artificielle, il faut l'optimiser, il faut l'enrichir pour éviter que ça devienne quelque chose d'insipide et qui ne soit pas de bonne qualité, quoi. Même si aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait des articles de bonne qualité. C'est quand même ça qui est assez incroyable, mais il faut toujours aller plus loin. Et je pense que c'est ça un petit peu qui fait la différence, en tout cas aujourd'hui. Mais par contre, tu es d'accord pour dire qu'il faut toujours un expert pour vérifier ce qui a été généré? Ouais, je pense qu'il faut un expert, évidemment, pour vérifier déjà l'information. Comme disait Olivier, c'est vrai que quelquefois, c'est très compliqué de faire confiance à 100% avec une intelligence artificielle. Et puis, il faut vérifier l'information et il faut enrichir cette information. Et ça, c'est la clé, en fait, pour émerger dans Google. Ok, très clair. Très clair. Donc, on va passer sur une question très difficile. Là, je vais la poser à Laurent, à Olivier, à Bertrand. C'est comment envisagez-vous l'avenir de l'IA générative sur Google Search et le web, on va dire d'ici 2 ans? On a vu l'arrivée de Google SGE, on a vu que ça devient un moteur de réponse, on a vu que ça pourrait devenir un assistant de recherche, on a qui parlent d'assistant d'achat. Donc peut-être Laurent, c'est quoi ton avis là-dessus? Tu avais bien vu la tendance déjà il y a 1 an, 2 ans.
Oui, c'est que de plus en plus, Google, on se rappelle qu'il nous disait, ouais, de générer avec de l'AI, c'est interdit. Et maintenant, comme lui-même, il le fait, du coup, ça rentre dans les guidelines. Mais on voit justement une évolution et surtout plutôt aux US, de ce qui va arriver en fait avec ces expériences-là. C'est que de plus en plus, les sites sont de moins en moins visibles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler le contenu. Pour moi, en fait, le contenu, ça va être toujours la clé, même si Google n'existait pas, n'existera plus. Je lance le pavé dans la mer. Pourquoi? Parce que l'expérience de l'utilisateur va forcément basculer à un moment donné directement dans les outils. On voit qu'il y a Bard qui commence à être intégré dans Google, mais lorsqu'on on regarde chez Microsoft, pareil, ils ont Bing Chat, mais l'outil Copilot va être intégré dans Microsoft directement 360. Là où avant, par exemple, je cherchais des informations sur comment utiliser une formule pour utiliser Excel, j'allais dans Google, je lui posais la question, j'allais sur plusieurs sites et j'avais pas ma réponse. Là, directement, je vais pouvoir lui dire, voilà, en fait, j'ai besoin d'exécuter cette tâche-là. Et du coup, j'ai plus besoin d'aller sur Google pour aller chercher l'information. Et je pourrais même lui demander, à partir de cet endroit-là, de ce chat, d'aller me chercher des informations. Je peux lui donner une URL d'un site d'autorité où j'ai les vraies informations sur un sujet. Et du coup, je n'ai pas besoin d'aller vraiment sur Google pour aller chercher de l'information. Donc là, tu nous annonces que voilà, ta prédiction, toutes les prédictions sont bonnes, c'est que Google aura beaucoup moins de trafic, on va dire via son moteur de recherche, il l'aura via ses autres outils, parce qu'effectivement, il déploie son IA dans tous les outils disponibles. Et tu vois que ce moteur de réponse, il va être décentralisé. Est-ce que j'ai bien reformulé ton propos? Oui, c'est ça. Et puis, on le voit que là, il cherche aussi à l'équilibre entre je ne vais pas me tirer une balle dans le pied parce que je continue de vendre de l'AD et il faut que je mette en avant en fait, les concurrents pour ne pas me faire tailler sur le monopole. Mais voilà, mais il y a d'autres outils aussi qui intègrent ces IA, par exemple Perplexity, qui donne, lui, les sources. Des informations. Et là, on voit que pour l'instant, Google, il fait le texte, il peut répondre directement à l'utilisateur en utilisant en plus son historique de savoir si j'ai reçu un mail tu reviens en fait du Canada, il a peut-être cette information et il va te pusher peut-être des offres d'hôtel. Ou lorsque tu vas y poser une question en disant que tu vas en France et avec ta requête, lui va le contextualiser avec des informations qui va les pêcher à droite à gauche, quoi. Ok, et juste une petite question bonus, parce que tu as répondu vite. Il y a un nouveau bot qui est sorti qui s'appelle Google Extend, qui permet de prendre des informations justement pour aider à répondre avec Google SGE. C'est quoi ton avis là-dessus? Il faut le bloquer, il ne faut pas le bloquer? Justement, alors, déjà, même si on le bloque, Google, il va quand même. C'est un piège. C'est un piège. Mais ça va être la même chose, c'est qu'en fait, on va le bloquer pour Google, mais il va y avoir tellement d'outils qui vont utiliser ce scrapping qu'en fait, l'information va quand même arriver par un autre biais que Google aura accès. Donc, ok, c'est plutôt laissons faire. Et maintenant, l'avis d'Olivier, alors, parce que là, tu as annoncé un modèle décentralisé. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages, Olivier? Comment tu vois Google d'ici 2 ans? Alors, c'est vrai je pense qu'il va y avoir une multitude d'acteurs qui vont se lancer pour essayer de piquer des parts de marché aux actuels moteurs de recherche en ayant des search chatbots, enfin je sais pas trop comment on dit. Je pense qu'il va y en avoir des tonnes et des tonnes et que pour la grande majorité d'entre eux, ça va durer qu'un tout petit temps. Et ils vont avoir beaucoup de mal à se faire une place. Et d'ailleurs, faut pas croire que Google va se laisser faire. C'est juste que les utilisateurs de Google, en fait, au lieu d'avoir un moteur de recherche, ils vont de plus en plus basculer dans de la conversation. Donc, on va discuter avec Google. Ça m'ennuie un peu quand même d'un point de vue SEO parce que on va casser un truc qu'on a cassé une fois avec Discover, c'est qu'on n'aura plus une requête égale une liste de réponses. Et ça va quand même pas mal perturber les SEO. Donc non, le SEO n'est toujours pas mort. On va plutôt s'adapter comme on le fait depuis 20 ans. À savoir, je suis assez d'accord que le contenu il va continuer d'être clé.
mais pas affichés dans les fameux 10 résultats web sur les SERP. Ils vont être imbriqués dans on ne sait pas trop quoi, dans des outils, dans des conversations. Mais tant qu'ils sourcent les endroits, donc les sites où il a chopé le contenu, ou tant qu'il met en avant, en tout cas, des références sur telle et telle question, nos contenus, ils ont une place à se faire. Par contre, c'est encore plus dur qu'avant d'être sélectionné. Et donc, un peu comme on l'a dit tout à l'heure avec la qualité, on a une espèce de surenchère permanente à améliorer la qualité de nos contenus. Et voilà, ça, je pense que ça va être difficile sur ça. Dernier point sur le SEO, et ça, c'est plutôt une continuité avec quelque chose qu'on connaît déjà maintenant depuis plusieurs années. Vous savez, le crawl prédictif ou l'indexation prédictive, Google a anticipé. Moi, j'ai l'impression que c'est justement à cause de l'arrivée de l'IA générative. Google a anticipé qu'il y a une explosion des contenus à crawler et indexer, et ça lui coûte très cher. Surtout qu'il n'y en a pas forcément toujours besoin. Donc, ils ont développé des systèmes pour essayer de deviner si votre site il est tellement bien que ça vaut le coup de crawler vos nouvelles pages. Et même si vos nouvelles pages, elles sont de super bonne qualité et qu'elles ne sont pas indexées, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? C'est parce qu'avant, vous l'avez mal habitué avec des contenus trop pourris. Et ça, je pense que ça va encore plus compter. Ça va être un élément assez déterminant dans le SEO. C'est non, on ne pourra pas faire tout indexer comme on veut. Ok, alors dans ce cas-là, aussi une petite question bonus. Tu as dû entendre parler de la technologie IndexNow de Bing. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que est-ce que Google ne devrait pas adopter ce protocole pour faciliter l'indexation, on va dire, authentifiée? Alors, je ne suis pas certain que ce soit si garanti que ça, en fait, qu'on soit indexé même avec IndexNow de Bing. C'est plus un crawl ultra rapide. Est-ce qu'il y a vraiment une garantie d'indexation? J'en suis pas si sûr. En tout cas, il n'y a de toute façon pas une garantie de sortir dans les SERP. Voilà. Je ne sais pas si Google ira là-dedans. Je ne sais pas s'il y a vraiment besoin, moi, mais bon, voilà. Non, mais il va y avoir du spam. De toute façon, tout aussi à contenu égal ici, au fur et à mesure tout le monde augmente la qualité, forcément Google il va avoir du mal. Et j'en avais déjà parlé en fait au CO Campus, au Summer Camp, lorsque j'avais parlé de Google Mum et en fait de Palm. Déjà à cette époque-là, je disais que en fait, il fallait déjà avoir des bons contenus parce que Google se base sur des contenus, on va dire, de qualité, d'autorité, avant d'aller chercher ailleurs. Donc, comment on va gagner de l'autorité bientôt? Ok, donc justement, donnons la parole à Bertrand sur cette question. Donc là, on est vraiment sur l'avenir de l'IA générative sur Google Search. Je sais que sur SMJ, vous y avez beaucoup réfléchi. C'est quoi ton point de vue d'ici 1 an, 2 ans et comment vous annoncez le futur à vos clients? Ok. Alors moi, je pense qu'il y a des principes qui changent pas dans le SEO. C'est quand tu mises sur la qualité, t'es pas rattrapé par la patrouille. Et tu prends les futurs virages de Google plutôt mieux. Alors, regarde, il y a 10 ans, enfin, tous ceux qui sont les vieux du SEO, on en a vu des trucs. C'est toujours les mêmes qui se font rattraper par la patrouille, en fait. C'est ceux qui font le truc un peu dirty, quoi. Bon. Donc là, pour moi, c'est un autre virage où cette règle-là, elle va continuer à s'appliquer, en fait. Donc, pour bien prendre ce virage, parce que c'est un virage important, toujours se dire la qualité. Donc, la qualité, c'est quoi? C'est d'abord, j'écris pour une audience, quoi. Hein. Donc, on répète sur bien connaître son audience, leur apporter de la valeur ajoutée, et puis se différencier, en fait, parce qu'il faut se dire que ton audience, elle aura lu 3 articles sur le sujet, de peut-être 2 autres concurrents. Donc, il faut que ton article, il marque. Il le marque. Il va le marquer par, tu lui apportes une information différente, un style différent, un design,
tout ça qui sont dans le AT en fait aussi. Hein. Chez Olivier, je crois que tu disais, bah oui, aussi c'est le contenu, comment il est lu et comment il est l'interaction entre ton contenu, ça va être pris en compte. Et ça va continuer en fait. C'est des signaux qui feront que, bah, ok, peut-être que ça va pas s'afficher avec 10 résultats, ça va s'afficher différemment, mais finalement les critères de sélection ils vont rester les mêmes en fait. C'est-à-dire, Google va continuer à dire, moi je veux des choses qui apportent de la valeur ajoutée, de la qualité pour mon lecteur. Voilà. Donc pour ça, je pense que ces trucs-là, si on mise là-dessus, on est sur le bon cheval. Et après, effectivement, il y a des trucs qui vont changer. Alors, je pense que quand on est dans la techno, tout ça, et c'est vrai, hein, l'IA, ça va à une vitesse de dingue. Donc, des fois, on sous-estime la vitesse à laquelle ça va, parce que c'est quand même impressionnant. Par contre, souvent, on va avoir tendance à surestimer les changements de comportement des lecteurs, en fait. Hein. Avant que les gens, la masse, les gens changent la façon d'utiliser le moteur, tout ça, ça va prendre du temps en fait. Hein. Et ça, on voit bien à Google, ils sont en test. C'est pas anodin que SGE ils l'ont mis en test et on voit, ils changent plein de trucs, ils testent des interfaces. Et puis je pense qu'ils sont allés assez vite parce qu'ils ont eu assez peur sur Bing et OpenAI. Et puis, ils ont vu qu'ils ont perdu 0 de part de marché. Ouais. Bon, donc ils sont un peu plus relax là, mais effectivement, ils vont s'adapter. Mais ils vont s'adapter au bon moment en prenant en compte les changements des habitudes des gens, ce qui est un truc qui prend du temps. Ok. Alors, moi, j'ai aussi une question bonus pour toi parce que moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je pense qu'on va aller encore plus loin. On va être sur l'ultra-personnalisation. Par exemple, par rapport au temps de lecture, quelqu'un, il arrive, il a qu'une minute. C'est réduit à 1 minute. Il a que 30 secondes. C'est réduit à 30 secondes. Il a beaucoup de temps. On pourrait même améliorer les articles en fonction de ses connaissances. Si c'est un scientifique, on peut avoir un article beaucoup plus sophistiqué. Mais la question que j'ai pour toi, Bertrand, c'est imagine tout le monde utilise ton outil et que donc la qualité est accessible pour tout le monde. Comment, par exemple, on fait la différence? Et juste avant qu'on démarre, on parlait des fameuses punaises de lit. Si tout le monde génère des articles de qualité sur les punaises de lit, comment Google fait la différence? Ouais. Alors, en fait, nous, notre credo, c'est qu'il y a toujours, à la fin, le client, il est maître à bord. C'est-à-dire que s'il utilise Atomic Content, ok, il appuie sur un bouton, il va d'abord mettre son input. Là, pour le moment, il ne peut pas, mais demain, il va pouvoir. Hein. Donc, il va déjà avoir une version spécifique sur lequel il a la main. Et puis, il faut nous, on est intimement convaincus qu'il faut qu'il y ait un humain aussi qui mette sa patte, voilà, qui revoit un peu, qui change des choses, et qui va piloter l'IA. Donc, pour moi, ça va pas faire des clones. Ça va faire des choses. Et puis, c'est important. Chaque client a son approche d'écriture, son style par rapport à sa marque. Et ça, il faut que ça le reflète, en fait. Hein. Et donc, justement, c'est aussi une façon de se différencier, en fait. Et ça garantit que les clients, en fait, ils vont jouer avec une IA où ils auront des manettes. Hein. Il faut qu'ils aient des manettes. Donc, la première version qu'on a lancée, nous, d'Atomic Content, là, ils n'ont pas tellement les manettes. Ils ont un petit peu pour choisir les search intents, mais ils ne peuvent pas encore, par exemple, apporter c'est quoi mon style, voilà, c'est quoi les infos que j'ai envie particulières de te mettre. Et ça, on y travaille à fond. Ok. Dans ce cas-là, j'ai envie de donner la parole à Michel pour savoir, donc, au-delà de l'avenir de l'IA générative, c'est cette qualité accessible à tout le monde. Comment toi, au sein de la rédaction, voilà, vous pouvez vraiment faire la différence par rapport, voilà, on va dire, à des journaux concurrents? Je crois qu'il l'a très bien dit. Effectivement, le but, c'est aujourd'hui, si on prend évidemment les punaises de lit, par exemple, c'est de faire un reportage terrain. C'est-à-dire que effectivement, c'est d'aller voir, par exemple, on sait que les punaises de lit, les chiens détectent les punaises de lit. C'est peut-être faire un reportage vidéo qui va aussi accompagner l'article pour voir comment travaille un chien qui détecte les punaises de lit, par exemple. Je vous dis ça parce qu'on parle des punaises de lit. Mais on peut aussi très bien accompagner cet article par un expert aussi, un témoignage d'un expert qui va effectivement nous dire comment se débarrasser des punaises de lit. Voilà. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle sur un sujet, si on prend la punaise de lit, un article, il va être très bien fait. Mais si on le mettait directement comme ça en ligne, ça serait un article parmi d'autres. Et là, il faut toujours enrichir les articles et que l'humain, effectivement, prenne un peu le relais. En fait, c'est Parents Partner. Hein,
c'est mon meilleur ami qui va m'aider à écrire un article et à donner le meilleur de moi-même, puisque du coup, comme l'article va être bien rédigé, il va falloir que je sois aussi très bon pour l'améliorer, l'enrichir et pour donner le meilleur de moi-même sur un contenu tel qu'il est, comme les punaises de lit, par exemple. Ok. Michel, tu as parlé de la vidéo, donc ça m'intéresse d'avoir juste ton mindset là-dessus. Est-ce que vous utilisez, par exemple, l'IA générative pour des images, de la vidéo, des sons, ou alors est-ce que vous vous concentrez exclusivement sur le texte? Alors, non, on n'a pas encore besoin effectivement d'utiliser l'IA sur la vidéo parce que nous, on a de la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupe exclusivement de la vidéo chez nous et qui crée des vidéos et c'est lui qui va se mettre en scène sur des vidéos. Donc, j'ai pas besoin aujourd'hui de l'IA qui va accompagner mes vidéos. En fait, on fait des vidéos pour les réseaux sociaux, TikTok, surtout TikTok, on va dire, et Insta. Et puis ces vidéos-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les intégrer aussi sur les articles pour mettre encore quelque chose en plus pour une expérience supplémentaire sur un article. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas essayé de IA sur la vidéo ni sur la photo. Au moins pour le scripter, quoi. Donc là, on arrive sur la dernière question qui va être très difficile parce qu'en fait, je vais vous demander vos 3 meilleurs conseils, mais différents. Donc en fait, celui qui va démarrer, ça va être facile. Par contre, celui qui va passer en dernier, ça va être extrêmement difficile. Donc on sera tolérant, mais on vérifiera que c'est vraiment des conseils différents pour percer dans l'utilisation de l'IA générative. Donc on va démarrer par Bertrand. Est-ce que ça serait quoi tes 3 grands conseils que tu donnerais aujourd'hui pour utiliser l'IA générative? Alors, c'est miser sur la qualité. If you pay peanuts, you get monkeys. J'aime bien cette expression. Le deuxième, c'est le EAT. C'est assez proche, mais c'est important. Et je pense que ça, c'est vraiment les signaux qui sont le tournant là, des prochaines années dans les orientations de Google. Et le troisième, c'est croire à la combinaison humain plus IA. C'est la combinaison gagnante pour moi. Ok, bon, moi, ils sont très très clairs. Dans ce cas-là, on va enchaîner avec Michel. Donc, voilà, Tom, tu vas avoir, tu peux en trouver facilement encore des très bons conseils. Alors moi, le premier conseil, je dirais que c'est nourrissez l'intelligence artificielle de votre expertise, de votre propre donnée, de vos reportages. En clair, tout ce que peut pas faire aujourd'hui l'intelligence artificielle, eh bien, c'est votre force. Donc, il faut nourrir l'intelligence artificielle. En deuxième, je dirais, c'est enrichir vos articles avec des vidéos, des podcasts, des infographies, des quiz, et puis même, on va aller des outils type des simulateurs pour proposer, on va dire, une expérience unique à vos utilisateurs. Donc ça, pour moi, c'est une force. Et puis, je dirais, en troisième, c'est diversifier les canaux pour parler à votre communauté. Par exemple, vous faites un article sur les punaises de lit, proposez aussi d'organiser un webinar sur ce thème-là. Et ce qui va faire, on va aller toujours plus loin pour satisfaire les internautes et puis aussi Google. Et puis surtout, partager une expérience unique. Ok, voilà. Alors juste rebondir sur les canaux, les réseaux sociaux, tu les mets dedans, on est bien d'accord? Oui, bien sûr, oui, je mets aussi sur les réseaux sociaux, évidemment. Ok. Olivier, tes 3 meilleurs conseils? Là, ça devient difficile. Alors, moi, je vais un peu résumer aussi des choses qu'on a dites. Premier point, et je trouve que c'est très important en SEO, je crois qu'on va créer trop de contenu, bien trop de contenu, et en pensant qu'ils sont bien. D'ailleurs, peut-être que là, aujourd'hui, ils sont bien, mais avec ce qu'on vient de vous expliquer, dans 3 mois, ils seront bof, et dans 6 mois, ils seront dépassés par d'autres. C'est affreux de dire ça, mais c'est la tendance que j'observe. Donc, allez, d'ici 6 mois, les contenus qui marchaient, ils vont se mettre à baisser. J'appelle ça les contenus en déclin, ou ce que en anglais on entend dire content decay. Je crois qu'on va en parler de plus en plus de cet aspect-là. Donc, en gros, c'est quoi? C'est quand les performances de nos contenus ils se mettent à décliner de mois en mois. Et donc, en fait, c'est hyper important et je le rapproche de HCU, vous savez, Helpful Content Update. Je suis assez content d'ailleurs de voir que dans les explications officielles de Google sur ça, ils disent ce que j'ai sorti
depuis pas mal d'années avec mon associé Fabien, les fameuses pages zombies. Plus vous avez de contenu de mauvaise qualité sur votre site, plus vous risquez que vous allez arriver à une espèce de seuil et personne ne peut savoir qu'est-ce que c'est. Hein. Si vous le dépassez, boum, vous êtes pénalisé et même les bonnes pages sont pénalisées, d'où le terme zombie. Voilà. D'ailleurs, là, on en a étudié un bon paquet des sites qui ont plongé et il y en a qui avaient des contenus clairement qui étaient insuffisants. Mais attention, ce qui était valable il y a un an, aujourd'hui, ils ne le sont plus forcément, et surtout quand il y a des mises à jour nécessaires. Voilà. Très bonne remarque, ouais. Très bon conseil, je trouve. Et en fait, je ne sais pas si j'en aurais 3, mais bon, vu qu'on s'est... Non, mais lui, c'est un conseil qui en vaut 2. Vas-y, tu vas encore en et c'est hyper intéressant d'ailleurs, dans des outils comme CMJ, on se pose toujours la question, est-ce que je mets à jour des contenus ou est-ce que j'en crée des nouveaux? Cette question, dans 5 ans, on l'aura toujours. Hein. Mais n'oubliez surtout pas de repérer les contenus qui justement posent problème, qui sont en déclin et qui ont peut-être pas besoin de beaucoup d'efforts pour un boost. Donc les efforts, on les connaît. Hein, c'est je vais améliorer le contenu, je vais voir ce qui manque, je vais corriger ce qui est plus à jour, je vais faire du maillage interne, je vais rajouter des liens vers des nouveaux contenus et inversement. Enfin, on le sait. Je trouve que ce qui est le plus dur, c'est d'identifier les pages comme ça. Exactement. Deuxième point, c'est pas vraiment, je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais je suis assez d'accord avec Michel. C'est un peu violent de dire ça, mais la partie rédaction, ça devient un élément mineur. Ce qui est majeur, c'est tout ce qui est juste avant, en amont et en aval. Enfin, en aval de la rédaction, mais avant de publier. Donc, le fameux avoir un expert en amont et en aval, inclure nos propres données, chercher des sources, les citer, les montrer au lecteur, ajouter des exemples, notre expérience, mais tout ça, on l'a un peu déjà dit. Et peut-être ça va avec, je ne sais pas, mais il y a aussi des gens qui négligent la partie UX. Donc ça, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Avant, ce qui était compliqué, c'était de rédiger des contenus. Aujourd'hui, on fait 3 clics et on a des contenus, donc on se dit, bah, c'est bon, voilà, j'ai fait le job. Et non, en fait, je suis de plus en plus persuadé que Google utilise beaucoup de signaux liés à l'utilisateur. On en a parlé il y a 15 ans du pogo sticking, hein, si vous savez, des allers-retours entre les SERP et les résultats. D'ailleurs, j'ai à peu près compris que Google a dû avouer dans son procès aux États-Unis qu'ils utilisent effectivement ces données-là, alors qu'ils nous ont dit pendant 15 ans que c'était pas vrai. C'était pas dans leur intérêt. C'est peut-être la première fois qu'ils mentent, hein, je sais pas. Bref, ne négligez surtout pas l'expérience utilisateur. Et donc, on a parlé beaucoup du fond, mais la forme, elle joue énormément un rôle. Faut simplifier l'accès à l'information. Faut que ce soit agréable à consulter. Alors, évidemment, je parle du mobile. Bon, voilà. Allez, je vais m'arrêter un peu. Non, mais les conseils que tu as donnés, là, je suis en train de regarder les questions pour après. On a au moins 15 questions sur ce sujet. Donc, on va y revenir. Et Laurent, pour toi, tes 3 meilleurs conseils, alors tu passes en dernier, c'est extrêmement difficile. Si tu n'en as qu'un, je t'en veux pas, promis. C'est même mission impossible. Alors, la première premier conseil, c'est faire comme si les moteurs de recherche étaient morts et qu'en fait, vous allez produire que pour vos clients, en fait. Et même, en fait, on voit que donc, Google, il va plus chercher que du contenu textuel. Donc, vous avez intérêt de faire du multimédia. Donc, comme tu en as parlé, de générer des vidéos, parce qu'on peut générer donc, des scripts même avec ChatGPT, n'importe quoi. Hein. À partir de ça, lui demander de générer des images et des vidéos. Voilà, ça c'est... les adapter aux cibles, mais ça, Bertrand, tu en avais parlé aussi. Donc, c'est toujours le même. Pensez qu'il va y avoir des nouveaux outils. Alors, des nouveaux appareils qui vont être accessibles aux gens, qui ne sont pas forcément que le smartphone. Le smartphone, c'est une des choses. Là, c'est Vincent en fait, qui m'a donné l'idée parce qu'on ne sait pas, mais Vincent, il a une très mauvaise
audition. Et là, en fait, il commence à y avoir sur le marché, c'est pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui des lunettes qui permettent de faire de la réalité augmentée. Et du coup, on peut avoir des nouveaux usages. Donc, par exemple, s'il y avait une caméra là, en fait, je pourrais voir mon environnement. Et lorsque je cherche quelque chose, j'ai juste à lui dire, tiens, en fait, je suis en train de regarder cet objet-là et dis-moi ce que c'est, où est-ce que je peux l'acheter. Ça permet aussi de pouvoir faire de la traduction simultanée. Donc, par exemple, quelqu'un me parle dans une langue, en fait, avec l'audio, je vois, moi, en fait, les sous-titrages qui se fait en simultané. C'est aujourd'hui. Là, tu fais une super remarque. Hein. Le multilangue, vous n'en avez pas parlé, mais je trouve que maintenant, faire une vidéo en français et pouvoir la décliner dans toutes les langues, pour tous les pays, je trouve ça assez fantastique. Oui, ça permet d'aller sur de nouveaux marchés. D'ailleurs, tu l'as fait pour ta formation, en fait. Et du coup, avec Eigen, par exemple, on peut créer des vidéos. Donc, on va lui dire le texte qu'il va dire. Il va cloner votre voix et il va le dire dans une autre langue. Ça fait que si vous devez adresser un nouveau marché, c'est fait en automatique. Et pareil, donc à partir d'une vidéo, on peut créer du contenu. À partir d'un contenu, on peut créer le contenu qui va aller sur le site, qui va aller lui demander de faire des résumés pour aller sur les réseaux sociaux et adapter par rapport à chaque audience que l'on va viser. Donc, pour moi, c'est d'être finalement agnostique des solutions d'AI, de se dire qu'en fait, la même méthode fonctionne sur n'importe quelle AI. Lorsque je demande un prompt à ChatGPT, il va marcher sur GPT-4, il va marcher sur Claude, il va marcher avec certes des choses un petit peu différentes, mais la manière de lui demander des choses, c'est la même. Et ça va être la même, pareil, pour les images. Et ton dernier conseil, alors, Laurent, ça serait quoi? D'écouter mes 2 autres conseils. Ah, ok. Et dans ce cas-là, on a vraiment beaucoup de... Moi, je vais répondre aussi à cette question. Moi, j'adore l'art de la guerre. Et ça dit 3 choses. Ça dit connaître son ennemi. Donc, pour moi, il faut se former. Donc là, on vous a donné des pistes, mais c'est hyper important de se former pour maîtriser ces nouvelles technologies. Après, dans l'art de la guerre, ça dit choisir ses combats. Donc, pour moi, c'est tout ce que vous avez dit. C'est choisir d'utiliser l'IA au bon endroit et au bon moment. On ne peut pas utiliser l'IA n'importe où et n'importe comment, sinon ça donne des très mauvais résultats. Ça a beau être des technologies avancées, elles se contentent d'imiter l'humain à l'heure actuelle. Et le dernier, il dit qu'il faut mettre à jour ses armes. Donc là, on va dire mettre à jour ses outils. Donc c'est se poser la question du make or buy. Il y en a qui vont créer leurs outils, il y en a qui vont prendre des outils qui fonctionnent déjà très bien. Ça dépend de la vitesse sur laquelle vous voulez implémenter l'IA. Moi, je propose de passer sur les questions parce que là, je ne m'y attendais pas, mais on en a beaucoup. Donc, j'ai mis par ordre de vote. Et là, on a une question qui dit, bon, je trouve un peu pessimiste cette question, mais elle nous dit la chose suivante. C'est Amaury qui nous demande, abuser des IA génératives n'est-elle pas le début de l'effondrement de l'Internet? Les IA apprennent sur des textes lus d'Internet. Si ces textes sont eux-mêmes générés par une IA, cela ne va-t-il pas mener à leur propre implosion? Donc, je pourrais y répondre, mais bon, s'il y a quelqu'un de vous qui veut y répondre, je lui laisse la main volontiers. C'est Inception, là. En fait, on produit du contenu qui va être remangé. C'est pour ça que tout à l'heure, mon conseil, c'était de dire, oubliez en fait que le contenu que vous générez, c'est fait pour les moteurs de recherche. Les clients, ce qu'ils vont voir, ils vont voir par exemple votre marque, ils vont être sur votre site. Et du coup, si vous avez un contenu même qui est la même chose que notre le disent, ils le voient sur votre site. Donc, si vous, derrière, vous avez après un tunnel de conversion pour pouvoir l'amener à acheter autre chose, le fait qu'ils connaissent votre marque, c'est pour ça que lorsqu'on parlait de EAT, c'est important d'avoir une notoriété de marque, c'est important. Et demain, ce ne sera pas que le SEO, en fait. Il va falloir avoir des vraies compétences en SIA parce que Google, il continuera de les mettre en avant. Et une fois que les gens sont sur votre site, en fait, d'avoir le contenu qui correspond à ce que l'internaute attend. Donc, de l'avoir de manière des millions, comme disait sur Google, il n'y aura plus de sens parce que déjà Google va de moins en moins indexer tous les contenus. En fait, il a des contenus qui sont similaires. C'est pour ça que l'histoire de générer en fait des prompts qui soient différents des autres, ça vous permet d'avoir des angles qui sont complètement différents, d'aller adresser des contenus qui sont beaucoup plus experts. Et là,
peut-être que vous sortirez un petit peu mieux. Donc, de savoir si après, d'abuser de ces IA génératives, on va dire que ça va saturer tous les contenus qui sont froids. Mais après, en fait, tout ce qui va être, par exemple, de l'actualité, ça va être un peu plus difficile. Ma réponse, c'est d'aller encore plus loin, c'est de rassurer les gens et dire, je pense que vous le partagez aussi, il va y avoir un grand nettoyage. On a parlé du spam. Et 2, il y a des filtres de qualité de plus en plus puissants dans le choix des contenus qui sont choisis pour entraîner l'IA générative. Et on est tout à fait capable vraiment de filtrer en amont. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou on passe à la question suivante? C'est bon, tu peux passer. Ok. Noémie qui nous demande est-ce que Google pénalise les contenus écrits par l'intelligence artificielle? Autrement dit, est-ce que le référencement de mon site part dans la sandbox si jamais les robots de Google Search détectent que c'est du chat GPT? Peut-être Olivier, tu peux répondre là-dessus. La réponse rapide, c'est non. Google ne pénalise pas parce que c'est écrit par de l'IA. Je ne sais même pas s'il saurait vraiment le repérer d'ailleurs, même Google. Je crois qu'on a donné assez de clés, de conseils dans cette table ronde pour dire comment faire pour ne pas être pénalisé finalement et être sélectionné tout en haut. Voilà. Et il avait annoncé officiellement qu'il ne pénaliserait pas l'IA. C'était juste avant de présenter son outil de génération direct dans les SERP. Je me rappelle. Parfait. Question suivante de Rémi. Conseillez-vous d'ajouter systématiquement une section PAA en bas de tous les articles de presse ou blog? Si oui, quelles sont vos préconisations sur ce sujet? Que quelqu'un veut répondre? Voilà, déjà la pénalisation en fait des PA. En fait, c'est pas la pénalisation. Déjà, ils ont annoncé que même lorsqu'on mettait des PA, en fait, je parle plutôt des FAQ et le balisage schema.org pour pouvoir dire là on fait des questions et tout ça, ils commencent à les enlever. Et même l'indentation, par exemple, on a une question en fait qui est parlée dont on parle dans l'article. Avant, on avait le titre principal, le petit contenu principal, et on pouvait avoir des site links vers les questions. Et ça aussi, ils commencent à les enlever. Donc, est-ce que c'est une bonne pratique? C'est toujours une bonne pratique parce que pour l'utilisateur, lui, il aura toujours besoin en fait, qu'on lui réponde à ses interrogations. Et si c'est sur la page qu'il est en train de lire, pour lui, ça va être beaucoup plus naturel. Comme je disais, là je sors de Google et je suis juste centré sur l'utilisateur. Ok, parfait. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, Michel, c'est les PAP, je crois qu'il connaît, c'est pas PA. Pas mal. Nul. Allez, suivant. Une question sur Google SGE de Christa qui demande est-ce que SGE sélectionnera ses sources dans la première page des SERP ou indépendamment des classements classiques des résultats? Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était complètement indépendant. Surtout, pour l'instant, c'était déployé aux US. C'est bien, ça laisse une nouvelle chance pour des sites un peu plus récents. Et encore une fois, c'est tout ce qu'on a dit, c'est le framework HIT, c'est la qualité qui va faire la différence. Justement, Thomas qui nous dit, le bon protocole est-il de choisir soi-même les sources et de demander à ChatGPT de rédiger le contenu en se basant uniquement sur ces sources? Qui veut répondre là-dessus? Si personne n'y va, oui, c'est même le b.a.-ba, on va dire. Puisque si en fait on prend juste un mot-clé, par exemple, on lui dit rédige-moi un article sur ce mot-clé, à un moment donné, comme disait Vincent, il peut halluciner. Lorsqu'il n'a pas l'information, il va lui halluciner. Si on commence à lui dire, voilà, en fait, les informations factuelles qu'on a sur ce sujet, donc c'est pour ça qu'on n'est plus limité à janvier 2022 pour les contenus de ce que ChatGPT peut savoir. C'est que si on lui apporte des informations supplémentaires qu'il n'a pas, il va pouvoir y répondre. Et en fait, il faut bien voir ChatGPT ou GPT-4 comme juste le moteur. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas, à un moment donné, se
connecter à des sources externes qui vont être beaucoup plus expertes et qui ont beaucoup plus d'informations. Et c'est là où, par exemple, Vincent va faire des bases de connaissances qui vont être spécialisées sur un domaine pour avoir le contenu le meilleur. Exactement. Donc maintenant, une question de Nomade, et elle est intéressante, la question, parce qu'elle est sur la privacy. Donc, il a été dit que Google Bard aura accès aux comptes des utilisateurs, sachant que nos données sont synchro sur smartphone et que on se connecte presque partout via nos comptes Google. D'un point de vue éthique et confidentialité, quel impact aura l'IA sur nos vies? Alors moi, je tiens tout de suite à rassurer, tout ça, ça peut être bloqué. Même SGE, on n'imagine pas qu'ils vont l'imposer. Et de toute façon, même s'ils venaient à l'imposer, il y aurait comme le adblock, il y aurait forcément des plugins qui viendraient bloquer les contenus IA. Et sachez que c'est pas Google qui vient servir dans vos données personnelles. Chacun est libre de personnaliser. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que plus on donne d'informations, on va dire contextualisées et personnalisées à l'IA, mieux elle répond. Mais c'est vous qui choisissez ces informations. Parce que ça, c'est extrêmement légiféré. Et avec la RGPD, etc., et toutes les nouvelles lois, je pense que ça va être compliqué pour Google et l'intelligence artificielle en Europe, parce qu'on est extrêmement bien protégé. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la partie éthique et confidentialité. Ça rejoint Discover. Oui. Quand tu utilises Discover, autant l'utiliser jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu vas dire, ce contenu, il m'intéresse beaucoup, ce thème, je ne veux plus jamais le voir. Et si tu joues le jeu comme ça, mais c'est chacun qui choisit. Alors, on aura des contenus, enfin un outil beaucoup plus intéressant. Pour moi, c'est exactement pareil avec l'IA, et ça a déjà été le cas avec plein d'autres services de Google. C'est juste qu'on rentre dans peut-être effectivement une dimension un peu plus forte. Exactement, très très bonne remarque. On a encore un petit peu de temps, on a vraiment eu beaucoup de questions. Marie-Florine qui nous demande, on parle beaucoup de contenu texte, qu'en est-il de la recherche vocale? Est-ce qu'on a un expert de la recherche vocale parmi nous? On cherche. Moi, je ne peux pas me prononcer. Par contre, le truc qui a été intégré dans ChatGPT, c'est pour ceux qui ont l'application, c'est de pouvoir converser directement avec ChatGPT. Mais pareil, en fait, on l'a déjà dans Google, on peut déjà activer le vocal et avoir une conversation. Et c'est même le prochain step que va avoir Google, c'est de pouvoir dire, tiens, en fait, je prends une photo et je l'interroge pour savoir, c'était en 2018 déjà la démonstration qu'avait fait le boss de Google. Il avait pris une photo de chaussures de randonnée, puis il lui a posé la question, est-ce que je peux aller à l'Himalaya? Puis après, il lui a proposé en fait des listes de choses que l'utilisateur doit emporter, etc. Et là, tu peux le refaire avec GPT-4 Vision. Exactement. Et tu vois que ça s'est bien mieux amélioré. J'ai envie de prendre une question parce qu'il y a des personnes qui nous demandent des chiffres et je trouve ça intéressant. Donc, ça serait plutôt pour Bertrand. E-commerce, quel apport de l'IA sur la visibilité et le trafic? Un peu des chiffres sur contenu des catégories, les fiches produits, les blogs, comment utiliser l'IA. Est-ce que là, tu as des métriques qui montrent que ce type de contenu dope la visibilité et le trafic? Alors non, je n'ai pas de chiffres là à partager à ce stade. D'accord. Par contre, je pense que pour le e-commerce, il y a plusieurs enjeux avec l'IA. Il y a évidemment l'enjeu des pages produits. Hein, c'est très clair. Et donc, comment faire pour avoir des pages produits qui sont à jour, avec un peu de texte intéressant, et tout de suite, surtout quand tu as 1 million de produits, quoi. Il y a du volume, et là, l'IA est vachement bien placée pour ça. Mais il y a d'autres enjeux, je pense, qui vont venir avec l'IA, qui sont très critiques sur le e-commerçant. C'est, par exemple, le CRO. Toutes les études, te dire est-ce que ma page, elle transforme bien ou pas, et l'IA, elle va pouvoir t'aider à faire des audits CRO, en fait. D'accord. Tu parlais de ChatGPT Vision, ça va être des outils qui vont aussi permettre de faire ça, en fait. Ouais. Parce qu'on sait que l'UX, c'est hyper important, en fait, dans tout ça. Et aujourd'hui, c'est les humains qui font ces analyses d'audit. On a des outils d'A/B testing, mais l'analyse. Et demain, les outils d'IA vont t'aider à faire ça, en fait. À plus grande échelle, en fait.
On a encore une petite minute, et c'est pour Michel, parce que j'aimerais lui donner la parole, et la question elle est hyper pertinente. Peut-on faire coexister utilisation de l'intelligence artificielle et un fonctionnement éthique, notamment par rapport au travail des journalistes? Est-ce que, d'après toi, les deux mondes peuvent coexister ensemble? Carrément, et c'est même presque indispensable. En tout cas, il faut faire cohabiter les deux. Et de toute façon, je pense que encore une fois, l'intelligence artificielle utilisée telle qu'elle, c'est pas l'avenir. Il faut l'utiliser avec un humain. Donc, pour moi, un journaliste, un rédacteur web, enfin, qui va utiliser l'intelligence artificielle, eh bien, il faut qu'il mette en avant son expertise, ses capacités, son analyse. C'est très important. En fait, aujourd'hui, l'éthique avec l'intelligence artificielle, moi, je vois pas tellement le problème si on l'utilise d'une bonne façon. En fait, l'intelligence artificielle, faut l'utiliser d'une bonne façon. Si on l'utilise, je fais un texte et je le mets en ligne et je m'en fiche, ça va rien donner. Si derrière, vous êtes un bon journaliste ou un bon rédacteur web, vous allez vérifier l'information, vous allez l'enrichir, vous allez faire énormément de choses. Et l'article que vous allez publier, ça sera votre article, ça sera pas l'article de l'intelligence artificielle, ça sera le vôtre parce que vous allez l'optimiser, vous allez faire énormément de choses avec. Moi au sein de chez PAP, on utilise et on incite tous les rédacteurs à utiliser l'intelligence artificielle parce que c'est un bon apport et ça peut nous aider et on va plus vite et le rédacteur web va pouvoir aller sur le terrain, passer du temps à voir du témoignage, là où avant on n'avait pas le temps. Donc, parfait comme réponse parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et je voulais donner le mot de la fin à Bertrand. Je voulais d'abord tous vous remercier, un grand merci à vous tous et vous dire plusieurs choses. Alors je vais vous partager. Il est parti. Non, parti. On va reprendre une question alors. On va attendre son retour. Et honnêtement, il nous restait encore au moins une vingtaine de questions. Ouais. Et là, il est. On attend le retour de Bertrand. Voilà. Je suis désolé. Vous m'entendez là? Mal. Ouais, mais c'est. Oui. Mal. Ok. Alors, je voulais juste vous dire qu'il y a plusieurs choses qui arrivent. Il y a juste un petit problème de son, mais vas-y, on te laisse partager des slides, c'est ça? Ouais, c'était pour vous montrer. Alors, je suis désolé. Voilà, pour vous dire plusieurs choses, c'est on lance une enquête avec HubSpot et CNJ sur l'IA dans le marketing. Donc, vous allez avoir dans le chat un lien pour participer à cette enquête. C'est une grande enquête hyper intéressante. Ça va vous prendre très peu de temps pour le faire, mais allez-y. Et puis la deuxième chose, c'est que la prochaine conférence, là, qui démarre maintenant, c'est la conférence avec Nicolas et Alexis sur le SEO, GA4 et RGPD. Donc, chouette conférence qui arrive. Et enfin, je vous rappelle qu'il y a une offre spéciale. Pareil, vous avez un lien dans le chat. Merci à tous. Très belle journée. Ok, merci beaucoup. Très bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.